Quand j'ai commencé à aimer le whisky, je faisais tout faux, mais sincèrement tout faux. Des verres pourris, des glaçons dans tout, acheter un whisky cher en pensant qu'il est bon parce qu'il est cher, ou alors acheter un whisky parce qu'il y avait un gros chiffre d'âge indiqué dessus. Alors est-ce que toi aussi tu fais ces erreurs? Aujourd'hui on va passer en revue 5 erreurs un peu classiques que les gens peuvent faire en dégustant leur whisky et on va tâcher de les voir ensemble afin de t'éviter de les faire à nouveau. Ces 5 erreurs, c'est pas juste une question de règles ou ce genre de conneries, c'est finalement simplement respecter le travail des maîtres distillateurs, ce travail d'orfèvre, toutes ces années de développement et de maturation dans des fûts afin de profiter du whisky dans les meilleures conditions et leur offrir la possibilité de développer leur plein potentiel. Au début, je pensais que tous les verres se valaient, parce que maman m'a dit que boire à la bouteille, c'était pas bien. Mais le résultat, aucun arôme et l'alcool qui te crame le nez. Alors bien sûr, il y a tout un tas de verres possibles pour déguster un whisky, c'est même une science. Il y a des mecs qui ont cramé 2-3 fusibles pour réfléchir à cette question et designer la meilleure forme de verre pour la meilleure expérience gustative. Cette histoire de verre, ça va mériter une vidéo sur la chaîne, très clairement, mais aujourd'hui, on va la faire courte. Glencairn. C'est tout. Oui, je suis catégorique. Un bon verre comme le Glencairn, ça concentre les arômes et ça change tout. Cette forme de tulipe que tu vois en bas permet aux arômes de se développer, de se mélanger, puis de se concentrer dans le col du verre afin d'être réceptionné par ton petit nez et paf, d'avoir un orgasme olfactif. Et en plus, comme tu peux le voir, il y a ce petit bloc en bas qui te permet de le tenir fermement et en toute sécurité, mais surtout d'éviter de chauffer le whisky avec tes doigts, puisque tu tiens ce socle en verre et non pas le socle ici. Et sérieusement, la forme du verre, c'est pas du marketing, c'est une vraie science et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi. Pour cette deuxième erreur, on va voyager un tout petit peu et je vais te raconter une anecdote. On est au mois de juin, l'été dernier, en Sicile. Il fait 63 degrés, jusque-là rien d'anormal, et on décide d'aller boire un verre sur le toit d'un hôtel pour simplement regarder le coucher de soleil et profiter du moment. Hôtel charmant, rooftop charmant, bref, un moment parfait jusqu'à ce que ma belle famille, connaissant mon amour pour le whisky, me propose de prendre un whisky au bar. Alors bien sûr, en arrivant, j'avais remarqué que le bar avait 2-3 trucs un petit peu intéressants, du moins qui changeaient un tout petit peu des éternels Johnny Walker ou Jack Daniels, absolument buvable bien sûr, et donc je me suis laissé tenter par un modeste Laphroaig, 10 ans, jusque-là rien d'exceptionnel. Et donc la serveuse arrive et je me dis tiens, le liquide remonte vachement haut dans le verre. Donc soit je vais aller sur Namek, soit c'est une entourloupe. C'était une entourloupe, très clairement. Il y avait plus de glaçons dans ce verre que de whisky, et résultat, un whisky complètement plat, presque fade au bout d'un moment à force de dilution. Et pourtant, le Laphroaig 10, connu et controversé même pour son aspect tourbe médicinal et salle d'hôpital, c'est pas le whisky qui a le moins de goût quand même. Hein. Mais au-delà du problème de dilution que tu auras avec la glace, le froid va littéralement geler les arômes. Alors si tu veux vraiment rafraîchir ton whisky, pose-toi d'abord 2 questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'à l'inverse, un whisky trop chaud, c'est pas bon non plus. Et deuxièmement, est-ce que tu vas mettre quelques gouttes d'eau fraîche ou une pierre à whisky? À mon avis, il faut préférer les quelques gouttes d'eau fraîche pour ouvrir ce qu'on appelle le whisky et profiter d'encore plus de goût. Je parle de quelques gouttes, hein, vraiment. Plutôt que les pierres à whisky où tu n'auras certes pas le côté dilution d'un glaçon, mais tu auras beaucoup moins le contrôle sur la température de ton whisky puisque les pierres vont rafraîchir un certain temps le whisky sans que tu saches vraiment maîtriser la chose. Alors bien sûr, aucune envers quiconque, que ce soit ma belle famille, la tenancière de l'hôtel, la serveuse, pour cette mauvaise expérience, on va dire, des expériences malheureuses, mais au moins ça m'a permis de tester cette erreur et je vous le confirme, ne la faites pas. C'était pas le meilleur whisky, mais quoique dans ces conditions-là de 63 degrés en Sicile, je dois dire que c'était plutôt rafraîchissant. En parlant de température, ça tombe bien, on va continuer là-dessus avec cette erreur qui est d'ignorer complètement la température et on va voir finalement les tenants et aboutissants d'un whisky trop froid et d'un whisky trop chaud. Quand c'est trop froid, ça bloque les arômes, comme on l'a dit, ça adoucit les notes sucrées, ça écrase la complexité des saveurs, notamment le côté fumé, épicé ou fruité, jusqu'à
rendre un petit goût métallique sur certains whiskies, pas franchement agréable. Un whisky trop froid peut être cassant en bouche, ça aussi c'est vraiment pas agréable. Et le froid va, dans un premier temps, cacher le goût de l'alcool, ce côté punch qui peut te monter à la tête quand tu bois du whisky. Ça peut être une bonne chose, mais simplement que c'est un peu un effet qui se coule. Tu vas te prendre un bel uppercut juste après parce que l'alcool va se réveiller par réchauffement et paf. Non mais oh! Donc tu n'auras rien gagné. A l'inverse, quand c'est trop chaud, plus il fait chaud, plus l'alcool s'évapore rapidement. Donc on aura très vite un nez hyper saturé en alcool. Au niveau du nez, tu vas ressentir une espèce de brûlure olfactive à l'éthanol qui va complètement annihiler tous les arômes que tu pourrais sentir. C'est fort! C'est bien dommage, hein, parce que le nez, ça fait partie des 3 étapes de dégustation d'un whisky. Également, avec un whisky trop chaud, les arômes se déséquilibrent complètement. Les notes fines, comme les fleurs, la vanille, etc., vont être écrasées au profit, de façon assez déséquilibrée, des éléments assez lourds comme le bois, le cuir, le fumé ou le goudron. Et donc ainsi, tu vas perdre l'équilibre subtil que les maîtres distillateurs auront cherché. C'est du travail gâché. Et troisième problème d'un whisky trop chaud, c'est que l'alcool devient vraiment prédominant en bouche, il devient presque astringent, et le whisky paraît plus sec, moins rond, et même parfois un peu amer. Alors tu me diras, c'est quoi une bonne température de whisky? Eh bien, ça se situe entre 16 et 18 degrés. Alors pour t'éviter de te trimballer un thermomètre à longueur de journée au cas où tu boirais un whisky, eh bien, je te recommande tout simplement de t'assurer que la bouteille que tu vas déguster a été conservée dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Et en principe, à température ambiante, tu vas éviter déjà pas mal de problèmes. Si ma foi, le whisky est à 20-22 degrés, à mon sens, c'est pas dramatique, puisque tu vas assez rapidement ajouter des petites gouttes d'eau pour ouvrir ton whisky. Et donc ces petites gouttes d'eau vont faire baisser de quelques degrés et tu atteindras cette température idéale. Alors pour l'erreur numéro 4, on va parler un tout petit peu d'âge. Alors je te le dis tout de suite, l'adage qui dit plus c'est vieux, meilleur c'est faux. C'est une croyance que j'ai eue un bon moment et ce qui m'a mené dans ma tendre jeunesse à un petit moment de perdition à acheter une bouteille de Dewars 18 ans qui est un vieux blend obscur dont je ne sais pas ce qu'il y a dedans et j'ai pas envie de savoir, mais j'étais jeune, ok? Il y a prescription. Voilà, on fait toutes ces erreurs. Merci. En plus, bien souvent, le revers de la médaille d'un vieux whisky, c'est qu'il est cher. Économiquement, c'est tout à fait normal. Il a macéré pendant 10-15 ans dans un entrepôt, dans un fût, avec tous les frais d'infrastructure et de personnel, de manutention que ça implique. Donc, à un moment donné, c'est relativement normal. Mais forcément, qui va payer toutes ces charges? Eh ben, c'est la bouteille, donc c'est toi. Mais gustativement, un vieux whisky n'est pas forcément un meilleur whisky. Et d'ailleurs, mes whiskies préférés sont des knowledge statements, bien que le Glendronach ici présent, je l'apprécie pas mal. Le Clydeside qui est un knowledge statement, donc dont l'âge n'est pas indiqué sur la bouteille, c'est vraiment une pépite. À l'odeur de la fraise Agada, au goût du poivre noir. Vraiment à tester. Dans d'autres knowledge statements assez intéressants, on peut bien sûr citer Aran ou Lag, qui sont un peu mes chouchous également. Ou alors, si on veut une petite indication d'âge, mais une petite indication d'âge, un petit whisky finalement, un Lichig 10 ans, c'est pas mal, ou un Wibisty de Ardbeg, estampillé 5 ans d'âge, 5 ans, c'est rien, mais c'est une merveille. Mais alors, qu'est-ce qui compte finalement? Eh bien, c'est d'une part la réputation de la distillerie, intéresse-toi à leur savoir-faire et à leur réputation, mais c'est avant tout, surtout, ton palais. Bois ce qu'il te plaît, parce que finalement c'est ça le but d'une passion du whisky, c'est de boire des nectars qui nous plaisent, peu importe que ça soit des vieux trucs ou des knowledge statements. Si ton kiff c'est le Macallan 28 ans ou 30 ans, eh bien grand bien de face, et RIP à ton porte-monnaie aussi. Voilà. Erreur numéro 5, se laisser avoir par le E150A.
Il y a des chances que ce soit la toute première fois que tu vois ce code, et non, c'est pas les codes nucléaires. Quand tu débutes dans le whisky, tu vas faire confiance à ce que tu vois, et c'est tout à fait normal. Donc ce que tu vois aura pas mal d'influence sur ton choix. Tu vas voir dans un étal un whisky super rubis, avec une couleur très sombre, comme ça, tu vas dire « Waouh, ça doit être incroyable, ça doit être super boisé, ça doit être super fruité », alors qu'en fait, t'es juste berné. Parce que l'influence du visuel sur notre décision d'achat, ça, les oiseaux du marketing, ils l'ont assez vite compris. La bouse de dernière minute, ok? Absolument. Donc ils vont réfléchir à un moyen de te faire acheter plus sans que ça leur coûte plus. Et là, je viens de définir le métier du marketing, en fait. Et donc, ils ont trouvé leur solution miracle, le E150A. E150A est l'abréviation scientifique pour le colorant caramel, qu'on met dans certaines bouteilles de whisky pour foncer leur couleur et influencer le consommateur. Ça n'a aucun goût à moins d'en mettre une quantité astronomique et ça n'a donc strictement aucune influence sur le whisky. Mais c'est de la supercherie. Ça ne sert à rien à part nous influencer, pas forcément dans le bon sens, et surtout ça va influencer notre cerveau sur les expériences gustatives qu'on va avoir derrière. N'oublions pas que le visuel influence l'olfactif et le gustatif. En voyant une robe rubis sombre et bien caramel, comme ça, eh bien, on va s'attendre à retrouver certains goûts. Et donc, on va être totalement biaisé dans notre jugement du whisky et des goûts qu'on va retrouver. Parce que ce whisky plus sombre, finalement, va souvent être perçu comme plus vieux, plus riche, plus boisé, plus fruité, plus complexe, finalement. Donc, en voyant ça, ton cerveau va déjà avoir certaines attentes et va vouloir retrouver ses goûts dans le whisky, alors que peut-être que c'est un Laphroaig coloré à mort et que c'est une salle d'hôpital et que c'est de la tourbe, tu vois. Donc, d'une manière générale, et pour t'éviter de t'influencer, préfère des whiskies non colorés. Mais dans tout ce tableau assez sombre, il y a une bonne nouvelle, surtout si tu vis dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a une réglementation assez stricte qui fait que il est obligatoire d'indiquer pour les bouteilles importées dans l'Union européenne si celles-ci ont été colorées avec du colorant. Il faut l'indiquer d'une certaine manière, ça peut être en mettant E150A quelque part, ou simplement indiquer colored ou non-natural color, etc. Il y a plusieurs façons de l'indiquer, mais ça doit être indiqué. Conséquence un peu subtile, c'est que si rien n'est indiqué, que tu as acheté cette bouteille sur le marché européen, importée légalement, etc., tout ce que tu veux, si rien n'est indiqué, ça veut dire que c'est la couleur naturelle. C'est si la couleur n'est pas naturelle qu'il faut l'indiquer. Donc c'est là qu'il faut comprendre le petit twist juridique. Faire des erreurs, finalement, bah, c'est normal, j'en ai fait, tu en as fait, tu en feras, et j'en ferai encore certainement d'autres, et j'en fais sûrement plein encore. Mais c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette aventure du whisky, c'est ce cheminement, cette découverte petit à petit, pas à pas, un whisky par-ci, un whisky par-là, une connaissance par-ci, une connaissance par-là. J'espère t'aider dans cette voie, et en tout cas ça me fait très plaisir de te voir ici et de voir cette chaîne grandir. J'espère que cette vidéo t'a aidé à identifier peut-être quelques erreurs que tu fais. Si tu en fais d'autres, ou si tu penses à d'autres erreurs que je n'ai pas mentionnées, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, et surtout à t'abonner. Si tu veux partager ton cheminement dans le whisky, eh bien sache que je viens de créer une communauté WhatsApp du Chardon, où on peut se retrouver, échanger, et puis ça va être un endroit un petit peu d'échange de whisky geeks, si on peut dire, francophone. Et là-dessus, je te tiendrai au courant de toutes les nouveautés du Chardon. Il y en aura plein, je te le préviens. Il y aura, ça peut être des nouvelles vidéos, ça peut être des nouveautés dans le monde du whisky tout simplement, mais ça peut aussi être des événements à droite à gauche. Voilà, j'en en dis pas plus. Rejoins la communauté du Chardon sur WhatsApp, c'est le premier lien en description. Et si tu souhaites encore un petit peu approfondir tes connaissances sur le whisky en restant un petit peu dans ce thème, eh bien je te propose de visionner la vidéo sur le décodage des étiquettes de whisky qui va te permettre de comprendre qu'est-ce que tu peux avoir à l'intérieur de la bouteille juste en lisant l'étiquette. La vidéo est juste là.